Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 13 décembre 2022 et c'est l'épisode 301. J'enregistre actuellement dans mon bureau où il fait 7 degrés, mais le chauffage monte. Ne vous inquiétez pas, du nouveau dans le cadre de la faillite de FTX, les dernières infos du côté de Twitter, des changements et des rumeurs de voitures chez Apple et des rebondissements au sujet des robots tueurs à San Francisco. C'est l'objet de la première rubrique de cet épisode et une nouvelle grosse section concernant l'intelligence artificielle et notamment les intelligences artificielle générative, dite Myriage, pour une seconde rubrique de cet épisode. Sans oublier non plus une troisième rubrique où on abordera un petit peu les jeux vidéo, c'était les Game Awards en plus. Voilà un programme en tout cas concocté d'une main de maître par Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, on prend beaucoup trop lourd comme d'habitude. Et attends, vous n'avez pas entendu le supplément de Tech Café, les épisodes en plus des news. Vous verrez, on a beaucoup de contenu qui vous a été concocté par Guillaume ces derniers temps pour ces fêtes de fin d'année qui approchent. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je suis évidemment ravi de vous retrouver, tout comme je suis ravi d'accueillir Tulkas parmi les soutiens sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui vous permet de vous abonner et en l'échange de quelques euros par mois, vous pouvez tout simplement contribuer au financement du podcast, vous assurer qu'il sera présent le plus durablement possible, de nous aider à nous rémunérer dans le travail qu'on peut faire pour tout ce podcast, pour vous amener tous ces contenus autour de l'actualité tech dans vos oreilles chaque semaine. Je vous invite évidemment à faire comme tout le cas, c'est aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode et vous saurez tout sur le fonctionnement et les contreparties, parmi lesquelles d'ailleurs les épisodes sans la pub avec un flux privé et le chapitrage des épisodes pour ceux qui trouvent que les épisodes sont vraiment trop longs. Au passage aussi, un petit mot pour vous inciter à aller évaluer comme toujours Tech Café sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Il y a Vince qui a déposé un avis sur Podcast Addict. Alors j'ai dû, Guillaume, remonter à septembre parce que j'ai l'impression que nos auditeurs se sont un petit peu habitués à une forme de routine et ont un peu baissé les bras pour les avis sur Apple Podcast et Podcast Addict. Alors allez-y, renouvelez vos efforts pour aller faire part au monde entier de ce que vous pensez de Tech Café. En tout cas, Vince, il a dit « Bonjour, je ne commente pas souvent, voire jamais, mais là j'étais obligé, j'ai beaucoup aimé ton message sur l'empreinte carbone de la fabrication du clavier dont tu parles dans l'épisode. Je pense qu'il s'adresse à moi parce que c'est moi qui avais dû citer ce sujet. La prise de conscience et la prise de parole sur le sujet dans le domaine des nouvelles technologies sont peu nombreuses, c'est mon constat en tout cas. J'aime beaucoup ton travail, j'espère que le podcast va encore durer des années. » Alors c'était en tout cas une toute petite partie du travail du contenu éditorial qui avait été préparé par Guillaume Poggiaspala, mais effectivement j'avais remonté ce clavier avec le format Elfi qui avait même une version naine dans le monde du Seigneur des Anneaux et je critiquais un petit peu cette proposition. A priori, vous y avez été sensible. Je vous invite aussi à commenter les épisodes quand ils sont accompagnés des articles publiés sur techcafé.fr et également à discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord où on a plein d'échanges très sympas qui ne parlent pas forcément que de la tech. Et sans autre forme de procès, Guillaume, on revient sur cette faillite de la société FTX. On en a déjà parlé durant les précédents épisodes. Si jamais vous êtes en vacances, que vous avez besoin de vous actualiser cette info, écoutez les précédents épisodes hebdomadaires, vous saurez tout, mais il y a du nouveau, il y a notamment des fuites de conversations qui impliquent le dirigeant, le big boss de FTX et d'autres acteurs du monde de la crypto, Guillaume. Écoute, oui, de toute façon, il y a quelques petites news de l'affaire FTX, ça faisait longtemps. Finalement, après avoir ghosté son monde, Sam Bankman-Fried a accepté de témoigner devant le Congrès. D'ailleurs, il s'est fait arrêter aux Bahamas, où il va y avoir une probable extradition, on imagine. Il y a un certain nombre de trucs pas trop nets qui ont été révélés. Alors, par exemple, la SBF aurait prêté des dizaines de millions de dollars à Mike McCaffrey, le PDG du site. Et prêter des millions de dollars. Tout à fait, ouais. Alors Mike McCaffrey, c'est le PDG du site de news The Block. Alors, ils font pas que des news, mais bon, moi j'y allais justement pour les news. Je visitais ce truc assez régulièrement, un petit peu, pour me tenir un petit peu au courant des trucs, blockchain. Alors, il y a d'ailleurs quelques articles qui étaient issus dans la veille qui pointaient vers The Block, d'ailleurs. Absolument. Alors j'en parle un peu au passé, j'ai peut-être un peu vite, mais c'est vrai que Mike aurait rien dit des 27 millions empruntés et qui aurait permis au site de rester à flot, tout simplement. Et il aurait rien dit non plus des 16 millions qu'il aurait reçus à titre perso pour acheter une propriété aux Bahamas. Bon, après ces révélations, McCaffrey démissionne, The Block prend un petit coup dans sa crédibilité et surtout, il se retrouve en mauvaise posture financière puisque clairement, il peut plus compter sur les 27 millions promis.
Donc, The Block... Déjà que c'était peut-être pas dans le cœur de l'actualité que de faire des news autour des cryptos par les temps qui courent, mais en plus, il y a ces affaires qui se rajoutent. Ouais, et donc The Block se vendait, en plus, il se vantait d'une totale indépendance, quoi, tu vois. Elle appartenait à ses employés, je cite, après le rachat en avril dernier des départs des investisseurs. En fait, il se trouve que 12 millions venaient d'Alameda Research, quoi, tout simplement. Bon, je sais pas si je vais encore y aller très longtemps, mais bon, et probablement continuer pour le moment. En ce qui concerne FTX en elle-même, on va de surprise en surprise. Lors d'une interview avec le New York Times, SBF admet que les clients de sa bourse achetaient en fait des bitcoins fictifs, parce qu'en fait, il admet qu'entre 2019 et 2020, FTX n'avait pas de compte bancaire même, et que certains clients déposaient en réalité des fonds chez Alameda, et qu'ils avaient un solde notionnel. Alors j'ai appris l'expression solde notionnel sur FTX, donc en gros, un chiffre sur l'écran, c'est tout, et puis voilà. Et quand le journaliste lui demande si ça consiste essentiellement à acheter des jetons fictifs, et que du coup, c'est assez logique qu'il n'y ait plus rien à retirer juste avant la faillite, SBF répond, oui, c'est en partie ce qui s'est passé. Bon, voilà. Donc super, un autre truc qui sont devenus bien fictifs sur FTX, c'est les NFT. Tous les NFT mintés sur FTX apparemment ont désormais des métadonnées obsolètes, donc ils sont tout simplement vides. Alors les NFT sont censés être Web 3, mais apparemment ils étaient gérés d'une manière très Web 2, et maintenant que les sites sont down, les NFT sont partis avec l'eau du bain. Alors les NFT existent toujours, mais les liens qu'ils contiennent sont presque tous morts, donc quand vous consultez dans votre wallet, voilà, au truc, il n'y a plus d'image, donc pour un NFT sur une image, c'est un peu dommage. Alors tout ça arrange pas la confiance dans les cryptos aux États-Unis. Si on en croit un sondage CNBC All America, à la question quel est votre feeling sur les cryptos, il n'y a que 8% des Américains qui ont un sentiment positif, 42% ont un sentiment négatif, 18% sont neutres et 31% ont aucune idée de quoi qu'on parle. Ce qui est clair, c'est que ça a dégringolé sévèrement entre novembre et mars dernier par contre. À cette époque, il y avait 19% de sentiments positifs, 25% négatifs et 31% de neutres. Bon, dans ce sillage, la FTC lance des enquêtes sur les boîtes crypto qui ont fait énormément de pubs ces derniers mois, ces dernières années aussi, évidemment, pour ôter toutes les grosses pubs avec des acteurs, tout ça. Et ils font donc une enquête pour de possibles messages mensongers ou trompeurs. Alors, l'image du secteur est donc sévèrement écornée, ça pourrait encore dégringoler parce que les révélations continuent. Donc il y a des fuites, comme tu disais, assez suspectes, vraiment bizarres, quoi. Enfin, des messages, alors les messages en eux-mêmes ne sont pas bizarres, c'est des messages qui proviennent d'un chat signal entre barons de la crypto. Donc vraiment, c'est exactement ça. Alors il y avait SBF, donc il y avait donc le Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, il y avait aussi le patron de Binance, celui de Kraken, celui de Tether, donc un groupe assez sélect quand même. La crème, voilà. Donc l'existence même d'ailleurs de ce groupe signal peut interroger. Et à l'intérieur, on voit CZ, donc de Binance, qui demande instamment d'arrêter ce qu'il considère comme une manipulation d'Alameda pour faire tomber le Tether. Donc le Tether qui est normalement bloqué à $1. La somme dont il semble parler étant assez faible, puisque c'est $250 000, ça pose des questions soit sur la robustesse du Tether, soit sur sur les infos vraiment partielles qu'on peut avoir. Ce qui est assez dingue quand même, c'est que ça correspond bien au profil d'Alameda, parce qu'Alameda parie régulièrement contre les cryptos. En fait, elle avait déjà shorté Luna, donc cette fameuse stablecoin algorithmique dont on avait parlé longuement, puisque la chute évidemment a commencé un petit peu l'hiver des cryptos, et en même temps, FTX proposait du trading Luna Terra, et Alameda pariait contre ces monnaies. Donc c'est quand même assez contradictoire, c'est assez dingue, et il semble qu'elle faisait exactement pareil avec Tether, tout simplement. Donc CZ aurait carrément rappelé SBF à l'ordre en direct. Bon. Alors ce qui est bizarre, c'est pourquoi cette fuite ? D'où elle sort ? Quelle est la source de cette fuite ? Quelle est la raison de cette fuite déjà ? Pourquoi ? Et à qui elle va profiter ? Ça c'est encore un mystère. Elle est avérée, elle est authentique. Les informations qui sont dévoilées dans la fuite sont plutôt authentiques. Elle a été, je pense qu'elle est authentifiée. Je reviens sur les NFT, Guillaume, parce que, sauf erreur, c'est quand même quelque chose qui avait été largement décrit dans toutes les chroniques autour des NFT que tu pouvais mettre en avant. C'est-à-dire que finalement, quand on achetait un NFT, on achetait un pointeur vers quelque chose. L'histoire montre qu'effectivement, si ce pointeur ne pointe plus vers rien, on détient un pointeur vers rien, forcément. Je m'interroge juste quand même pour être sûr de bien comprendre. L'idée, c'était quoi ? C'était qu'ils vendaient des NFT qui pointaient vers des images qui étaient hébergées en dur chez eux, et qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Ils ont retiré ces images des accès web, elles sont plus accessibles. J'ai du mal à comprendre concrètement. En fait, le truc, c'est qu'ils utilisent un stockage centralisé qui n'est plus actif à l'heure actuelle.
Et donc, mais pourquoi est-ce qu'il est plus actif? C'était un peu ça ma question. Alors, je sais pas exactement quel site. C'est peut-être un site qui était géré par FTX. Tu sais que la faillite de FTX a fait faire faillite une centaine de boîtes qui étaient rattachées. En cascade. Donc, il est possible que ça soit dans un des services d'une de ces boîtes, que ça soit situé. Ok, ça éclaire bien ma question. Ok, super. Est-ce qu'on continue du coup sur le monde des cryptos, Guillaume? Ouais, avec Binance, parce que Binance n'est pas étrangère à la chute de FTX. Alors bon, tu sais, FTX, il s'est effondré principalement parce que c'était un énorme château de cartes. Mais c'est quand même le PDG de Binance qui a mis un énorme coup de genou sous la table pour que ça tombe. Et bon, depuis Binance, donc, et Changpeng Zhao, pardon, je vais y arriver. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle CZ, c'est très bien CZ. Hein. Oui, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Donc, CZ se présente comme, le petit élève modèle du secteur crypto, tu sais, celui qui a la tête haute et les mains propres, si j'ose dire. Ils ont d'ailleurs publié un audit qui, de l'avis de plusieurs experts, n'est pas vraiment un audit parce qu'il est trop limité. Puis, les procédures ont toutes été définies par Binance. Voilà, l'expertise donc de Mazars n'a pas convaincu tout le monde, et maintenant... Un peu jugé parti, quoi. Oui, c'est trop partiel, tout simplement. Donc, le truc, c'est que il pourrait y avoir un truc encore plus gros qui pourrait venir, parce qu'il y a Reuters qui sort un long article sur la possible mise en accusation non seulement de Binance, mais aussi de plusieurs de ses cadres, dont CZ, par le département de la justice américain. Alors, le département serait divisé sur l'opportunité de lancer maintenant une procédure pour blanchir. Alors, la procédure, c'est pour blanchiment d'argent, aide à l'évasion fiscale et non-respect des sanctions internationales. Donc, ils ont mené une enquête fédérale depuis 2018, initialement sur le blanchiment d'argent. Donc, il y a une demi-douzaine de juristes au moins qui pensent qu'ils ont assez de matos pour attaquer, puis il y en a d'autres qui veulent encore attendre. Donc, des avocats de Binance seraient rencontrés ceux du département, et veulent à tout prix éviter une procédure judiciaire qui achèverait le monde des cryptos, parce que les marchés sont déjà chahutés. Si Binance commence à être, s'il commence à avoir des gros soucis, évidemment, ce serait difficile. Donc, ils recherchent un accord amiable. Les chefs d'accusation sont quand même graves. Ça concerne parfois des faits qui sont un peu anciens, comme quand Binance demandait apparemment qu'un email pour s'inscrire. C'était vraiment anonyme, quoi. Donc, ça a été une aubaine, on le sait, pour de nombreux cybercriminels. Parce que déjà en 2020, le gouvernement exigeait les registres de Binance pour enquêter sur le sujet. Or, en écho à ce que SBF demandait chez FTX, il semble que Binance aussi appréciait les messageries chiffrées et le minimalisme en ce qui concerne les traces écrites. Ce qui arrangeait pas tout le monde. Bon, il y a un rapport qui affirme que Binance a conservé donc des faiblesses sur ses pratiques de blanchiment, sur ses pratiques anti-blanchiment. Jusqu'à aujourd'hui, ils évoquent quand même 10 milliards de dollars passés par Binance au titre de la cybercriminalité, de l'évasion fiscale ou du contournement des sanctions internationales, par exemple en acceptant plus d'1 milliard de transactions d'une boîte crypto iranienne. Donc évidemment, l'Iran est en blacklisté. Donc Binance s'en défend, tout ça, mais bon, voilà, disons que tout cela mérite clarification et qu'une enquête est peut-être pas forcément inutile. On va bien voir si le département de la justice se décide à passer à l'action. L'équipe chargée de l'enquête est déjà plus ou moins frustrée de la lenteur du processus, alors que le MLARS, de son côté, est extrêmement prudent. Alors, MLARS, attention, ça veut dire Money Laundering and Asset Recovery, voilà, section. Donc, ce truc-là, donc cet organisme-là, qui est d'ordinaire très, 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 très prudent et très, très lent, en octobre, il a changé de boss, donc on va bien voir comment ça va évoluer. Ouais, ça me semble tellement évident que ce sujet vienne sur le devant de la scène de la justice américaine. C'est une question de temps avant qu'à mon avis ces sujets soient investigués de près. Je vois pas ce qui pourrait aller à l'encontre de cette situation. Enfin, tout est réuni. Là, il y a même plus d'économie globale qui pourrait être particulièrement mise à mal. Bon, si, elle pourrait être encore plus mise à mal qu'elle ne l'est actuellement, mais oui, c'est ça qui est craint. J'ai le sentiment que c'est le moment. Bah, bien sûr. C'est un peu l'expression battre le fer pendant qu'il est chaud. Tu sais, ils doivent se poser cette question sous cet angle-là, en tout cas au département de la justice. Bon, on va mettre les cryptos de côté. Par contre, on va continuer notre suivi exhaustif semaine après semaine des évolutions, errements et changements d'orientation du côté de Twitter. Je t'avoue, Guillaume, même moi qui bosse un peu dans le monde des réseaux sociaux et qui suis un peu passionné par ce sujet, ça commence à me gonfler ces news. Même moi, tu vois, j'en ai un peu
Ce soir, on a fait des coquillettes avec du saumon coupé en petits dés et avec de la crème fraîche. Tu vois, c'est bon. Au début, c'est bon. Mais en fait, très très vite, c'est écœurant. En fait, c'est un peu le même sentiment que j'ai avec les infos autour de Twitter. Maintenant, c'est un peu écœurant. C'est bon au début, mais c'est un peu écœurant. On va faire vite. On va emmener où? Mais oui. Écoute, Twitter Blue revient avec un mécanisme de sécurité qui implique de donner un numéro de téléphone, tout simplement, qui sera, je suppose, vérifié, bien sûr. Mais c'est une mesure qui est pas non plus incroyable. On verra bien à quel point elle est suffisante. De toute façon, on verra bien ça très rapidement. Twitter Blue permet aussi d'éditer des tweets, d'uploader des vidéos 1080p, d'avoir plus de visibilité que le PK moyen qui ne paye pas. Et l'on prévoit aussi de faire sauter la limite de 280 caractères, elle passera à 4000. Donc c'est vrai qu'une spécificité de Twitter partir en fumée. Elle est aussi prévue de réduire la pub pour les abonnés, alors même si c'est une mesure qui est économiquement assez casse-gueule. Donc Blue sera à $8 par mois en ligne et $11 par mois si tu passes par un achat in-app sur iOS, parce que donc la taxe Apple est mise en évidence, grosse comme une maison par Elon. Donc il tente de rassurer son monde, mais parallèlement il y a quand même encore 3 employés du Trust and Safety Council qui ont démissionné, dénonçant un management du diktat. Donc ils affirment que contrairement à ce que dit Musk, en fait les discours haineux et la sécurité générale sur le site sont en déclin. Enfin non, les discours haineux sont en hausse et la sécurité sont en déclin. Ils ont publié une lettre ouverte pour se plaindre. Bon. Donc Twitter a un nouveau chef de la sécurité qui s'appelle Ella Irwin, et elle est sous pression. Pour combien de temps ? En tout cas, elle a une grosse pression pour regagner la confiance de tout le monde, et qui dit que si Twitter va beaucoup plus se reposer sur la modération automatisée, les effectifs des équipes dédiées à la protection de l'enfance n'ont pas été décimés, contrairement à ce qui avait été cru. Bon. Pour le moment, il y a toujours donc de la pub qui s'affiche sur Twitter, et évidemment, ça n'a pas raté, elles se sont vues associées à des titres qui sont à des comptes qui sont venus, tous les graciers de la semaine dernière globalement. Donc il y a des pubs pour Uber, Snap ou Amazon qui sont apparus associés à des influenceurs d'extrême droite, des suprémacistes blancs ou la comploto-trumpiste Marjorie Taylor Greene. Bon. Donc Twitter doit faire la chasse du coup à ces associations malheureuses qui sont pas très appréciées par les marques en question. Donc ils ont intérêt parce qu'Amazon c'est quand même $100 millions de pub à lui tout seul sur le site. Et donc un petit dernier scandale Twitter pour conclure. C'est ouf quand même quand tu y réfléchis, $100 millions de publicité juste sur Twitter. Juste sur Twitter. Je suis estomaqué. Et oui, et donc dernier petit scandale pour la route, après c'est fini. Plus de femmes que d'hommes auraient été renvoyées pendant le grand nettoyage du mois dernier. Précisément, 57% des employés femmes ont été licenciés, alors qu'il y a 43% des employés hommes qui l'ont été. Alors on pourrait se dire que c'est lié à une disparité dans les types d'emplois, et que Musk garderait préférentiellement des ingénieurs. Apparemment, c'est pas le cas, puisqu'apparemment 63% des femmes dont les employés d'ingénierie auraient été licenciés, contre 48% des hommes dans le même type d'emploi. Donc en tout cas, tout ça motive une class action, donc il y aura un procès, évidemment personne n'accuse personne pour le moment, mais c'est ce qui est dit par les plaignants, eux, en l'occurrence, qui accusent donc Twitter de discrimination sexiste, et qui va même encore plus loin, puisque finalement les exigences d'Elon Musk, qui sont en gros, on se souvient, c'est travailler comme des chiens, ou partez, quoi, et puis évidemment il y avait la fin du télétravail aussi, donc tout ça impacterait davantage les femmes et les personnes fragiles avec des soucis de santé, et puis la femme évidemment, puisque comme elles se braquent les gosses, c'est elles qui ont plus de contraintes horaires évidemment, et donc travailler et être à la disposition d'Elon, c'est encore plus difficile pour elles. Ce que j'aime beaucoup avec cette info, c'est que pendant un moment, on a vu pendant les premières sessions de licenciement côté Twitter, il y avait des partages de photos, des avant-après, tu sais, où il y avait des groupes de collaborateurs Twitter, où il y avait une forme de diversité, où il y avait des femmes, et après les photos de Elon Musk parmi les équipes qui bossent, il y avait que des hommes, et il y avait des personnes qui dénonçaient, qui disaient voilà, avant-après. Bon, mais quand c'est des images comme ça, tu peux vite te dire ok, ouais, mais c'est un peu une vision biaisée des choses. Est-ce qu'on a vraiment des données, du recul? Bon, là, on commence à l'avoir, quoi. Donc, on peut peut-être commencer à aborder le sujet. Et puis, il reste aussi ce sujet de la certification. Tu sais que maintenant, les comptes certifiés historiques, c'est-à-dire ceux qui avaient un peu de sens, quoi, désormais, c'est indiqué, ce compte est certifié depuis un certain temps. Il n'est peut-être plus notoire. Donc, le truc super rassurant en matière de certification. On ne sait plus trop à quel sein se vouer. On va laisser Twitter de côté, on va parler un petit peu d'Apple et au travers de l'actualité des mises à jour d'Apple, il y a une info qui a été pas mal commentée et relayée dans le monde de la tech. Évidemment, on va vous en parler un petit peu. C'est celle du chiffrage sur beaucoup plus d'éléments hébergés sur iCloud, les serveurs de données de cloud d'Apple, parmi lesquels les photos d'ailleurs. Donc, il y a une évolution de leur politique et de leur vision des choses qui est intéressante et qui va un cran au-delà de ce qu'ils proposaient avant en matière de confidentialité, Guillaume. Ben oui, écoute, Apple essaie de regagner un petit peu la confiance des gens de l'EFF et compagnie. Alors donc, quelques nouvelles Apple, il y a
plusieurs nouvelles en fait. D'ailleurs, Apple était là aussi avec tous ses amis des géants de l'électronique américaine pour fêter l'inauguration de la première usine TSMC américaine à Phoenix. Oui. J'en profite pour plugger ça parce que c'était marrant. C'est clair. Il y avait une grande messe et tout. Donc, il y a TSMC qui a injecté 40 milliards, hein, je crois, d'investissements. C'est massif, hein, c'est dingue. C'est le plus gros investissement et c'est probablement Incroyable. un des plus gros investissements étrangers aux États-Unis de tous les temps, je pense. Hein. Et donc, TSMC, donc voilà, le founder taïwanais qui va construire donc 2 usines aux États-Unis. 2 grosses, donc il y en a une qui sera opérationnelle en 2024 et une autre qui sera opérationnelle en 2026 et il pourrait produire avec 600 000 wafers par an, ce qui correspondrait pratiquement à la totalité des besoins du pays. Donc la première usine, c'est celle devant laquelle Tim Cook boit du champagne avec les gens de chez AMD, Qualcomm, Nvidia qui sont super contents évidemment parce qu'ils vont avoir droit à des puces qui seront donc faites sur le sol américain et en compagnie, voilà. Alors évidemment, il y a que les murs pour l'instant globalement, hein, c'est dedans, c'est en cours d'équipement. Bon, l'équipement, c'est des gros équipements, c'est compliqué donc ça prend un petit moment quand même. Donc la première usine ce sera 2024 et ça sera pour du 4 nanomètres, alors que la seconde pour 2026 ce sera du 3 nanomètres. Donc les États-Unis se réindustrialisent vite, hein, donc alors Micron aussi. Je parle pas de Macron, c'est Micron, c'est vraiment Micron la marque, hein, veut aussi créer la plus grosse usine du monde en Ohio pour 20 milliards de dollars, et Intel aussi est sur les mêmes ambitions. Donc en gros, en 2026, les US tablent sur une indépendance pour la production de semi-conducteurs haut de gamme pour tous les grands groupes, dont Apple. Ça va terriblement vite. Oui, ça va très très vite. Incroyable. Il y a quelques années, on n'y aurait pas cru. Hein. On nous parlait de chaînes d'approvisionnement qui étaient basées en Asie, que ce serait très difficile de les bouger. C'est incroyable. Alors, c'est optimiste, attention. C'est comme quand tu fais le devis pour une maison, tout ça. C'est prévisionnel. Okay. Hein, voilà. Mais bon, voilà. Et puis en plus, 2026, il faut voir que c'est assez loin d'ici. D'ailleurs, ils sont très contents parce qu'ils vont avoir du 3 nanomètres à 2026 aux États-Unis, mais en 2026, TSMC aura mis sur le marché le 2 nanomètres, hein, qui est une technologie qui sera d'ailleurs très différente du 3 nanomètres, qui pourrait poser des difficultés de conversion ultérieures d'ailleurs aux usines. Hein. Bon, je sais pas. Aux usines actuellement en construction, je sais pas. On va voir. C'est pas facile de sortir totalement de la mondialisation, mais en tout cas, il y a quand même de gros efforts qui sont faits, quoi. Et bon, voilà, je vais refermer mon énorme parenthèse. Et pour revenir à Apple, effectivement, qui a annoncé donc 2 bonnes nouvelles. Enfin, ça dépend du point de vue, effectivement, mais parce que parallèlement à ce que tu dis effectivement, les vidéos stockées sur iCloud vont donc, les comptes iCloud pourraient devenir chiffrés de bout en bout. Et on avait parlé du projet de scanner le contenu photo et vidéo stocké sur iCloud. Donc à la recherche de contenu pédopornographique. Donc ça avait suscité beaucoup de critiques d'un peu tous les côtés, et le déploiement avait été mis sur pause, et là du coup, il n'y en a plus question. Tout ça s'est annulé, parce que c'est plus compatible avec cette nouvelle fonction d'iCloud, tout simplement. Hein. Donc le chiffrement de bout en bout, qui est inactif par défaut, donc chaque utilisateur pourra choisir de chiffrer tout son contenu iCloud. Donc ça marche comme un message signal, hein, c'est-à-dire que personne, hormis l'appareil qui a la clé, ne pourra accéder au contenu, pas même Apple, hein, tout simplement. Donc du coup, il n'y a plus aucune velléité de filtrage. Tout ça tombe de lui-même. Donc la nouvelle a été accueillie avec joie par l'EFF et par plusieurs associations qui se sont félicitées de l'initiative. EFF, c'est Electronic Frontier. Oui, c'est ça. Frontier Foundation, qui en gros défend le fait qu'on puisse avoir à tout prix une vie privée dans les environnements numériques, notamment. Évidemment, ils étaient contents, mais bon, du côté de la police, le FBI en particulier n'est pas trop du même avis. Pour lui, le chiffrement, c'est un obstacle à son boulot, qui consiste à protéger les honnêtes citoyens. Donc pour le FBI, le security by design, tu vois, la sécurité by design, ça rime avec accès par les flics par design. C'est assez logique pour eux. Donc voilà, bon, alors, ce qui concerne la lutte contre la pédoporno, quand même, Apple déplace son attention des contenus stockés à la recherche de contenu légal. Donc par exemple, sur Siri, Spotlight, Safari, s'il y a des recherches un petit peu tangentes qui sont faites, ça sera alerté immédiatement. Et sur iMessage, il y aura des protections pour les enfants. Donc par exemple, le truc va analyser un petit peu les connexions et les messages, et puis s'il y a des tentatives d'approche un peu chelou par des adultes, il pourra y avoir des alertes et ce genre de trucs. Bon, en tout cas, j'ai le sentiment que sur le papier, ça va quand même dans le bon sens. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir du chiffrement des contenus. Il n'y a pas de scan comme ça avait été largement décrié en vue d'analyser le contenu, et notamment on mettait en avant les dérives qu'il pourrait y avoir sur ce genre de choses. J'ai l'impression que sur le papier, ça va globalement dans la même direction. Est-ce que t'es d'accord ? Et je pense que objectivement, on a de bonnes raisons de penser que les autres
sociétés qui proposent ce type de service vont peut-être amener à faire la même chose d'une manière ou d'une autre, j'imagine. Il y a côté iCloud, il y a quelques éléments qui sont pas chiffrés de bout en bout. Si on active cette option de chiffrement, c'est le mail, les contacts notamment et les calendriers qui sont des éléments qui nécessitent d'être interopérables avec des services équivalents ailleurs. Donc du coup, ceux-là, ils peuvent pas être chiffrés. Mais si vous souhaitez, avec une future mise à jour, chiffrer de bout en bout vos contenus sur iCloud, vous pouvez le faire. Mais attention, gardez bien la clé quelque part et mettez en place un contact de récupération. À mon avis, c'est pas de trop. Et pendant qu'on parle d'Apple, Guillaume, tiens, du nouveau d'un revenant, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé, mais la voiture Apple. Oui, presque du nouveau, on continue un petit peu avec une rumeur plutôt cette fois sur la voiture Apple, donc un projet qui date déjà pas mal, qui en finit pas d'être reporté, avec des ambitions revues à la baisse aussi, donc un temps ça a été pensé comme une voiture électrique 100% autonome. La voiture Apple aurait bel et bien finalement un volant et des pédales, donc elle serait pas beaucoup plus autonome en fait qu'une Ford avec son système automatique sur autoroute quoi. En fait elle serait même carrément moins autonome qu'une Tesla. Et c'est à dessein, Apple a pas confiance et veut pas avoir les soucis du full self-driving en fait, je pense. Pourtant, elle serait équipée de lidar, donc et de radar aussi, et d'une puce qui serait 4 fois plus puissante que la M2 Ultra. Ce serait quand même le luxe, pour un système de régulation de vitesse, c'est quand même super luxe. Donc le projet serait décalé d'un an à 2026. Il y a une relative bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle serait aussi moins chère que prévu. Moins de 100 000 $. Incroyable. Elle serait moins chère qu'un studio à Lyon. C'est une véritable cadeau, dis-moi. Je veux dire, c'est très compétitif avec les Tesla. Ah ben, la voiture Apple était fidèle aux habitudes de la marque, donc elle devait coûter plus de 120 000 $ à l'origine. Ouais, écoute, tant mieux si le ticket d'entrée est plus accessible pour le grand public, ça fait bien plaisir, tant mieux. Un petit point de voleur volé quelque part, mais en tout cas d'arnaqueur arnaqué, parce qu'il semblerait, et ça achève quand même de faire sourire quand on pense à ce type de situation, il semblerait, Guillaume, que les pirates, enfin les scammers, soient eux-mêmes victimes d'autres scammers. Ça n'en finit plus, du coup. Et la confiance, c'est compliqué, tu sais, même dans la vie de tous les jours, des fois. Alors bon, entre escrocs, t'imagines ? Non, t'imagines pas. D'ailleurs, t'as pas besoin d'imaginer parce qu'il y a un article de Wired qui relaie une étude de Sophos X Cross Ops, je suppose, qui étudie les places de marché du dark web un petit peu. Et puis là-bas, on peut acheter plein de trucs rigolos, voilà, des logiciels de ransomware, des malwares en général, des bases de données personnelles géantes, des numéros de carte de crédit, ce truc. Par contre, mais qu'est-ce qui te dit que le malware que tu viens d'acheter va fonctionner comme prévu ? Rien, absolument rien. Chaque escroc doit avoir confiance dans un autre escroc. Et évidemment, les escrocs étant des escrocs, alors, comment on peut le savoir, ça ? Il se trouve que sur beaucoup de forums, ou de bazar du cybercrime, on peut dire, il y a un espace où on peut se plaindre à l'administrateur, un petit peu comme sur Amazon ou sur eBay, quoi. C'est le cas de Exploit, de XSS, de Breach Forum, par exemple, qui ont des espaces étrangement pour se plaindre, et c'est là que les chercheurs de chez Sophos sont allés pour chercher des infos sur tout ça, et puis où ils ont trouvé des bonnes barres de rire, faut quand même l'avouer. Donc, il arrive même que les victimes soient remboursées, mais la plupart du temps, c'est juste pour servir d'avertissement aux autres utilisateurs. Alors, les arnaques peuvent être variées. Alors, la plus simple, c'est évident, on vend un truc qu'on ne livre pas, mais on prend l'argent. Ou dans l'autre sens, on livre un truc pour lequel on n'est jamais payé. Alors, parfois, on parle quand même de 130 000 $. Il y a des failles. Certaines failles 0-day, comme ça, pour Windows, peuvent se monnayer à ce point-là. Donc voilà, il y en a un qui a jamais été payé d'ailleurs. Il y a un autre grand classique, c'est la vente de... Il va te plaindre en plus après. Ah en plus il va se plaindre, mais c'est normal, écoute, je veux dire... Donc il y a un autre grand classique, c'est la vente de bases de données qui sont déjà publiques. Donc il n'y a aucune valeur. Ou la vente de vieilles failles, de malware qui ne marchent pas. Alors, parfois c'est beaucoup plus sophistiqué. Alors, il y a des cas à mourir de rire, comme un cas qui concerne Axie Infinity. Donc il y a eu une époque où le jeu cartonnait, et donc il y a un gars qui voulait acheter une version du jeu, vraiment, mais qui était vérolé et qui enverrait tous les fonds sur son propre compte. Donc si les gens, via cette copie du jeu, achetaient des machins, des potions ou n'importe quoi, en fait, ils envoyaient de l'argent au gars. Donc il leur a mis ça en téléchargement sur des faux sites qui ressemblent, peut-être appuyés par des campagnes de phishing, voilà, et puis tous les achats de créatures devaient aller dans sa poche. Et écoute, il y a des petits malins qui lui ont effectivement livré une version modifiée du jeu, mais avec une backdoor. Ce qui fait que l'acheteur arnaquait les gens dont l'argent lui passait littéralement sous le nez pour aller dans la poche des vendeurs du logiciel, qui sont les arnaqueurs de second niveau, en quelque sorte. Mais j'ai même encore mieux, il y a un endroit qui s'appelle Genesis, où on peut acheter des données piratées de droite à gauche. Il existe une vingtaine de faux sites Genesis, qui apparaissent d'ailleurs assez haut dans les résultats Google.
des faux, parfois pas très élaborés, qui demandent de l'argent pour s'inscrire, alors que le vrai site, il est sur invitation uniquement. Ces sites sont littéralement une campagne coordonnée de phishing à destination des malfaiteurs. Les adresses Bitcoin coïncident sur des trucs, bon, il y a des campagnes de promotion sur Reddit, et c'est pas le seul, il y a d'autres faux sites qui imitent parfois même des marchés qui n'existent plus. Bon alors, la moyenne des arnaques sur les forums d'escrocs, elle n'est pas non plus énorme, hein, c'est autour de 2 à 600 $, c'est pour se faire un petit peu de monnaie rapidement. Des escrocs ont perdu, collectivement quand même, pas moins de 2,5 millions face à d'autres escrocs. Et c'est pas du tout un phénomène nouveau, hein. On avait des indices de ça dès 2017, parce qu'il y avait une base de données de Reapers, dans les escrocs d'escrocs, ils appellent ça les Reapers. Et en 2021, on avait découvert que certains administrateurs de forums arnaquaient leurs propres clients. Alors le fin du fin, le plus savoureux, c'est que comme tout le monde, hein, les escrocs qui se font avoir, ils sont vénères, et puis ils veulent se plaindre et obtenir réparation. Oui, et pour ça, des fois, ils baissent un peu leur garde, tu vois, quand tu vas, parce que bon, évidemment, il faut attester de l'arnaque, il faut attester qu'il y a eu arnaque, donc certains n'hésitent pas à poster des photos d'écran qui parfois contiennent un petit peu trop d'informations, tu vois, comme leur numéro de compte crypto, par exemple. Numéro de compte crypto qui pourra ensuite être suivi quand le gars essaiera de se faire payer pour d'autres trucs. Des informations croustillantes, hein, dont les chercheurs et la police ne manqueront pas de faire bon usage. Bon, c'est un article vraiment rigolo quand même. Ouais, ça fait vraiment sourire. Et puis, en fait, quand tu finis de regarder ces infos-là, tu te dis, bah ouais, mais c'est logique, en fait. Pourquoi est-ce qu'il se ferait plus confiance qu'autre chose? Je me rappelle que dans le domaine de la cybercriminalité, tu avais décrit à la base d'articles des fonctionnements qui étaient très organisés sur la base de mon expérience. Oh non, quand même pas. Mais bon, c'est rigolo de voir la tournure de ces éléments-là. On va terminer cette rubrique, on va passer à autre chose. Après, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Forcément, ça, on se doit de le faire. Mais on va conclure quand même en parlant un petit peu de nos robots tueurs, puisque dans le dernier épisode, Guillaume, tu nous disais que ça y est, San Francisco s'était autorisé la vertu de se doter de robots tueurs de boum boum par explosion. Ouais, non, alors je sais, ça devient une rengaine, je sais, mais c'est pas ma faute. C'est parce que c'est des véritables girouettes à San Francisco. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La semaine dernière, le San Francisco Board of Supervisors ont voté 8-3 pour autoriser la force létale robotique, même s'ils ont dit qu'ils n'attacheraient pas de mitraillette dessus, donc voilà, ça ne donnait pas trop confiance aux gens. Voilà, mais bon, il y a eu quand même un tollé général, et là, c'était le moment du vote de confirmation, et d'habitude, c'est une formalité. Ça sert qu'à entériner le premier. Et ben là, vu les réactions assez unanimement négatives quand même, ils ont voté à l'unanimité contre les robots tueurs des vrais girouettes. Donc finalement, il n'y aura pas de robots kamikazes avec des bombes ou des tonfas électrifiés, je sais pas, désolé, je sais que voilà, certains d'entre vous seront déçus. Ça viendra peut-être, le San Francisco Chronicles d'ailleurs mentionne bien que c'est fini pour l'instant. Oui. On se consolera. Oui. On se consolera. Tout est dans le pour l'instant, c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait tu te dis, bon c'est bon, c'est entériné. Ouais, mais enfin bon, on reviendra, vous inquiétez pas. Enfin bon, on se consolera en regardant le Cyber One, quand même, le dernier robot humanoïde de Xiaomi, qui joue de la batterie. La batterie, l'instrument de musique, Alors, il n'est pas autonome du tout, on lui rentre un fichier MIDI avec la piste de la batterie et lui, il joue. Mais c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut une coordination des mouvements pour être bien sûr que le bâton touche effectivement la batterie avec la bonne force et tout, le tout sans se taper dessus soi-même ou sans mêler les pinceaux. C'est un problème de coordination dont tous ceux qui ont essayé de jouer à la batterie de Guitar Hero ont douloureusement conscience. Et grâce au progrès incroyable de la robotique, Cyber One est désormais capable de faire des scores à Guitar Hero et au moins maintenant, il y aura quelqu'un pour prendre la place du batteur dont personne ne veut jamais. Et tu sais ce qui lui manque quand même à ce robot quand tu regardes la vidéo et quand tu te projettes un peu. Cheveux. Oui, c'est vrai, en partie, et il lui manque le swag. Enfin, il a pas la classe, quoi. Il a pas le style, parce que pour le coup, il a un côté très robotique. Bon, c'est ce qu'on lui demande en tant que robot batteur, mais il a vraiment pas, il donne pas envie, quoi. Il fait son boulot, point barre. Et il a même un petit côté blasé quand on regarde la vidéo. C'est un peu, ouais, c'est bon, je t'enchaîne les mouvements, ouais. Ça, c'est un peu cool. Et c'est très cool. Quelque part, c'est comme ça qu'il récupère son swag. Bravo le robot. Merci Guillaume. On va changer de rubrique et on va parler une fois de plus de nos myriages, les générateurs d'images assistés par intelligence artificielle. Et on sait maintenant qu'ils ne font pas que générer des images, mais on va commencer par là parce que ça pose des questions de droit. Dans quelle mesure est-ce que les images qui sont utilisées pour entraîner les modèles sont des images qui ont le droit d'être utilisées pour entraîner des modèles? La question est soulevée assez régulièrement. Et là, il y a une proposition qui est assez intéressante, mais qu'il va falloir que tu nous détailles un petit peu, qui est de trouver une espèce de filtre magique qui fait que, grosso modo, ta photo, elle change pas, mais quand elle est mise à digérer par un algorithme d'intelligence artificielle, elle se paume un peu dans son utilisation. C'est hyper intéressant. Décris-nous ça, Guillaume. Oui, et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les gens s'emmerdent à faire ce genre de truc? Parce que
là, on parlait beaucoup de confiance dans la section précédente, et la confiance dans ce qu'on voit, si tu veux, dans les images qu'on voit sur Internet, elle est en danger, quoi. Alors, les miriages, c'est formidable, hein, moi j'adore ça, c'est génial, mais ça soulève évidemment beaucoup de questions. Et on pense, donc, évidemment, quand on parle d'IA générative, on pense immédiatement à la fonction de text to image, c'est-à-dire on prend un prompt et ça sort des images qui correspondent. Alors, au-delà de ça, les IA sont aussi des outils de manipulation d'images, dont la puissance a fait un saut quantique en fait par rapport à ce qu'on avait jusqu'ici. C'est principalement de deux manières. D'une part, on a aussi une fonction qui est une fonction image to image, qui prend à la fois un prompt et une image, et qui modifie l'image donnée via le prompt. Donc Stable Diffusion 2 prend même en compte la profondeur de l'image, ce qui ouvre la perspective de changer facilement par exemple l'arrière-plan dans une image. Tu vois, tu étais à Villepinte avec ton pote, il suffit d'écrire Golden Gate pour que tu aies un super selfie à San Francisco. Alors, plus sophistiqué et encore plus dangereux, il est possible, et pas vraiment difficile, d'inclure une nouvelle personne dans un modèle. Parce que de base, Stable Diffusion ne peut générer que des personnes qu'il connaît. Donc des célébrités, de fait. Mais avec Dreambooth, il est aussi possible d'intégrer n'importe qui dedans. Enfin, n'importe quel objet, finalement, mais on peut aussi intégrer, évidemment, n'importe quelle personne. Et donc, d'ailleurs, il y a une expérience de Ars Technica qui est assez intéressante parce qu'ils ont essayé de voir avec combien d'images il fallait. Et en fait, il se trouve que 7 images de toi avec une qualité potable de ta tête est suffisante pour réentraîner le modèle avec ta tronche dedans. C'est pas beaucoup. Quand on parlait des deepfakes à l'époque, il était question quand même de grandes quantités de données bien supérieures à cette image. Oui, et c'était beaucoup plus compliqué parce que là, c'est pas très difficile. Il y a des tutos YouTube. Ça demande pas une machine de la NASA. Alors évidemment, ça pourra prendre plusieurs dizaines d'heures ou quelques minutes selon la config que t'as, mais c'est à la portée de presque tous les PC finalement. Le journaliste s'est donc intégré dans le modèle, et puis après, il a généré des images de lui en clown, en tolard, en queutard, puisqu'il y avait une meuf à poil à côté, ou en milicien suprémaciste. Bon, c'est la même technologie qu'utilise MyHeritage pour faire de toi un chevalier ou un viking, on en avait parlé. Oui. Et puis, en allant juste un tout petit peu plus loin, on sait qu'il existe plein de modèles différents pour Stable Diffusion. On peut changer les modèles. Le modèle de base, il est plutôt sage, mais il y a plein de modèles qui ont été entraînés, fine-tunés sur des images un petit peu plus coquines ou carrément du porno. Il y a des trucs qui sont capables de rendre des nus complets convaincants, photoréalistes. Et donc, vous voyez bien arriver le problème. Énormément de gens ont des dizaines d'images d'eux, au moins, qui traînent sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Bah oui, Instagram, Facebook, n'importe où. Des images qui sont souvent de qualité largement suffisante et qui sont librement accessibles. S'il suffit de 7 images de vous pour vous inclure dans un modèle porno, et que c'est à la portée technique d'un lycéen motivé, tu vois arriver le souci quand même. Donc d'ailleurs, la Chine va interdire dès janvier les images génératives qui ne seront pas explicitement signalées, avec un watermarking. Dans la foulée, d'ailleurs, toutes les synthèses profondes, préjudiciables, seront aussi interdites, alors avec tout un tas de conséquences, et puis déjà, préjudiciables comment, et puis ça va impliquer une traçabilité des utilisateurs des services, par exemple, donc je sais pas à quel point c'est applicable, et bon, ça soulève encore toutes les questions en soi, mais bon, voilà. D'ailleurs, au passage, c'est comme ça que les Chinois les appellent, c'est les synthèses profondes, c'est comme ça que ça a été traduit. Oh, c'est beau aussi, hein. Je préfère les miriages, c'est très beau, effectivement. Et donc, du coup, vu ce gros problème, effectivement, les scientifiques commencent à plancher sur et essayer de voir comment est-ce qu'on peut au moins avoir des idées de comment lutter contre ça. Alors ça, c'est un cas au MIT, donc des chercheurs qui ont commencé à réfléchir pour essayer d'avoir un espoir qu'on puisse, dans les années qui viennent, encore avoir qu'une once de confiance dans ce qu'on va circuler. Et donc, leur approche, c'est de vacciner les images en les modifiant très légèrement pour qu'elles deviennent adversarielles. Donc, on avait parlé des exemples adversariels sur les les bananes qui foutent le bordel, etc. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les intelligences artificielles, elles ne voient pas les images comme nous. Elles ne réfléchissent pas comme nous. Et donc, quand tu modifies certains pixels qui, pour nous, sont complètement anodins, pour elles, ça change complètement l'image, en réalité. Et donc, il y a des images que tu peux modifier de manière imperceptible pour induire en erreur les algorithmes, des erreurs qui s'accumulent dans les calculs et qui finalement donnent de mauvais résultats. Donc c'est pas que ça donne pas de résultats, ça donne juste des mauvais résultats, des choses qui sont pas réalistes en fait. Oui. J'ai aucun mal à le concevoir, à le comprendre. J'ai du mal à le visualiser, tu vois. J'ai du mal vraiment à visualiser en quoi un pixel qui déconne, qui est mal positionné, pourrait mettre à mal l'algorithme. Enfin, tu vois, j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce que ce mécanisme se met en œuvre. Mais bon. En fait, le truc, c'est qu'il faut connaître le modèle parfaitement. D'ailleurs, il y a deux approches. Il y en a une qui permet de donner un point négligeable à l'image par rapport au prompt quand tu fais du image to image, par exemple. Et il y a une autre qui est plus puissante parce qu'elle force le processus de diffusion.
Le problème, c'est que ça demande énormément de calcul, justement. Parce qu'en fait, il faut faire une sorte de reverse engineering du modèle que tu cibles. Donc tu prends Stable Diffusion, Stable Diffusion, il a des poids connus, enfin, le modèle est parfaitement connu, n'importe qui peut le télécharger. Et donc, quand tu analyses ce modèle, tu sais en gros comment il va réagir à et à quoi. Donc, tu prends une image, et tu peux la modifier de manière à ce que dans les poids, ça le fout en l'air en fait. Bon, évidemment, ça peut foutre en l'air soit le processus de diffusion, soit la manière dont il voit les trucs. Bon, évidemment, ça dépend, mais ça permet en quelque sorte d'immuniser les images aux manipulations. Donc c'est une forme de vaccin quelque part. Donc c'est bien. Le problème, c'est que pour l'instant, ça demande quand même la vaccination la plus forte, on va dire. Hein. Le deuxième exemple qu'il donne, c'est la vaccination la plus puissante. Elle demande énormément de calcul et une connaissance parfaite du modèle ciblé. Donc c'est bien, c'est un bon début, c'est nécessaire, mais avant tout, il faut quand même se dire qu'il est peut-être temps de commencer à faire attention à ce qu'on met en ligne, voire de virer une bonne partie de vos photos, parce que c'est cette histoire voilà, le fait que ce soit théoriquement possible d'immuniser les images, ça va marcher pour un modèle, mais pas forcément pour les autres. Pour l'instant, c'est très compliqué, donc c'est possible, mais en réalité, il faut prendre conscience qu'on entre dans une nouvelle ère où les photos peuvent être, disons, manipulées d'une nouvelle manière, qu'on n'avait jamais vu avant, quoi. Et en plus, je pense qu'évidemment, le souci va concerner beaucoup plus les femmes que les hommes, hein, soyons clairs. Donc, oui, il faut en être conscient parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs en approche. Ouais. Oui, d'autant que les modèles vont forcément s'adapter, vont évoluer. Alors ces vaccins, il va falloir sans doute les adapter pour que ils survivent dans le temps. Finalement, ce qui serait intéressant, c'est que cette proposition de vacciner les images, et voilà, avec des rappels, effectivement. Ce qui serait intéressant, ce serait que ce soit les sociétés qui mettent à disposition les images en ligne, style les Facebook, Instagram et consorts, qui d'eux-mêmes proposent des vaccins, parce que j'imagine que ça recouvre une grosse quantité des données d'images. Bon, pas que, hein, mais ce serait sympa de voir ces services-là proposer ce type de rajout sur la mise à disposition des images, finalement. Je doute qu'ils le fassent, hein, mais bon, ce serait sympa qu'ils bossent là-dessus, qu'ils s'approprient ce sujet. On parlait un petit peu d'Adobe, justement, qui avance un petit peu, justement, dans la mise à disposition des miriages, Guillaume. Oui, lui, il va s'y mettre aussi un petit peu aux IA génératives. À un moment, il faudra bien de toute façon que, d'ailleurs, les outils Adobe évoluent hein, dans ce sens, puisqu'ils sont quand même en train d'être un peu ringardisés. Là, je parle de leur magasin, pour le coup, de vente d'images stock, donc c'est Adobe Stock, ça s'appelle. Donc, pourvu que l'image soit dûment signalée comme générative, hein, et qu'elle ne représente rien de problématique question copyright, tu pourras la poster sur le magasin, il n'y aura pas de souci. Donc, c'est une proposition qui est un peu intermédiaire entre celle de Shutterstock, qui permet carrément de générer des images via l'API de DALL-E, et celle de Getty, qui ne veut pas en entendre parler. Donc, Adobe s'ouvre doucement à la mouvance des IA génératives, qui vont avoir aussi leur premier festival vidéo. Et oui, c'est assez dingue. Mais Renault AML, qui est une des boîtes derrière Stable Diffusion d'ailleurs, organise en février un festival de films court-métrage qui devront tous avoir été produits en utilisant des IA. Pas forcément de A à Z, mais où l'IA aura joué un rôle important dans la production. Donc ça peut être avec des outils de retouche d'autres boîtes, hein, pas forcément Stable Diffusion, des outils comme Adobe d'ailleurs, hein, par exemple, là, qui mettent déjà à disposition la possibilité de détourer les objets, de virer des sujets, des images, etc., de changer des morceaux assez facilement. Donc ça peut être aussi de l'interpolation d'images, ou ça peut être généré de A à Z complètement. Ça doit durer entre 1 et 10 minutes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 janvier, voilà, et le premier prix de $10 000 si vous vous sentez créatif, hein, ça se passera en ligne et à New York. N'hésitez pas, jetez-vous sur ce concours. Je me rappelle qu'on avait déjà abordé cette possibilité à l'avenir quand on avait décrit ce gagnant d'un concours de peinture aux États-Unis qui avait posté une image qui avait été générée par intelligence artificielle, alors qui avait été d'ailleurs qui avait fait l'objet de beaucoup de modifications, beaucoup d'ajustements. Et il y avait beaucoup de travail derrière, mais on en arrivait à la conclusion de dire est-ce qu'il faut pas ouvrir une catégorie à part entière dans l'art, dans les concours, etc. qui prennent en compte l'intelligence artificielle. Voilà. Ça n'aura pas tardé, c'est déjà le cas. On parle un petit peu aussi, Guillaume, d'intelligence artificielle qui joue aux jeux de société, pas n'importe quel jeu de société, hein, on parle pas du Monopoly. On avait déjà parlé d'une intelligence artificielle qui arrivait à avoir des résultats assez remarquables dans Diplomatie. Je crois que c'était une intelligence artificielle de Meta, de Facebook, Guillaume. Cicéron, il s'appelait effectivement. Et bon, cette fois, on revient avec une prouesse qui est un petit peu plus combinatoire, c'est une prouesse qui est un peu plus mathématique en fait, avec le Stratego. Donc cette fois, c'est DeepMind, et en particulier son labo parisien qui s'illustre.
Alors pour ceux qui, comme moi, avaient complètement oublié ce que était Stratego, parce que voilà, ça fait C'est très quoi longtemps. Stratego? Je connais pas. En fait, ça ressemble à un jeu d'échecs avec des pions de couleur, donc rouge et bleu, qui s'affrontent sur un plateau. Bon, alors il y a plein de petites différences. Déjà, il y a 20 pièces chacun. Mais bon, essentiellement, il y a deux grosses différences avec les échecs en ce qui concerne la capacité des machines à jouer à ce truc. Premièrement, c'est la combinatoire, parce que voilà, elle est absolument monstrueuse. Le nombre de coups possibles explose encore plus vite qu'au Go. Ah ouais. Et donc, c'est atrocement plus vite qu'aux échecs. Il y a beaucoup plus de mouvements possibles. Deuxièmement, l'information est incomplète. Et c'est ça le point cœur. Donc, au Stratego, alors, l'information est complète aux échecs. C'est-à-dire que les deux parties voient toutes les positions et toutes les natures de tous les pions de tout le monde. Tu vois, on sait où sont les pions, on sait, aux échecs, on sait que la reine est là, que ta reine est là, que l'autre reine est là, que le fou est là, etc. Au Stratego, tu sais pas. Tu connais la position des pions, mais pas la nature des pions. Parce qu'en fait, les pions sont tournés de telle manière qu'il n'y a que le propriétaire du pion qui connaît qu'est-ce que c'est le pion. Les pions ont tous la même gueule, et en fait, il y a des petits dessins dessus pour savoir quel pion c'est. Donc cette combinaison de combinatoires monstrueuses et d'informations incomplètes, c'est ce qui rend Stratego intéressant à jouer, et aussi super dur pour les machines. Donc il y a Deep Nash qui, lui, donc, a joué 5,5 milliards de parties contre lui-même, voilà un petit peu à la AlphaGo, et il a été entraîné à trouver des équilibres de Nash, donc d'où son nom. Alors, un équilibre de Nash en théorie des jeux, c'est une situation où chaque joueur a suivi une stratégie optimale. En gros, il ne pouvait pas faire mieux avec les informations qu'il avait, et en général, ces informations sont incomplètes. Donc ça veut dire que cette stratégie n'est optimale que dans ce cadre-là. C'est pas une stratégie qui est vraiment optimale. C'est une stratégie qui est optimale de son point de vue. Donc Deep Nash va pas essayer en fait de passer en revue tous les coups possibles. C'est ça le truc. Il essaye même pas d'entrevoir toutes les possibilités, si telle ou telle pièce adverse est dans cet endroit précis, etc. Tu sais, il essaie pas de se lancer de la combinatoire parce que ça explose immédiatement. C'est hors de portée. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, avec les infos qu'il a, il va essayer de petit à petit converger vers un équilibre où finalement, modifier ses actions ne donnera aucun avantage prévisible. Et ça reviendra à avoir un équilibre de Nash. Donc Deep Nash a joué sur Gravon. Voilà, je ne connaissais pas, mais bon, c'est un site de jeu Stratego en ligne, et il s'est classé 3e meilleur joueur depuis 2002, après 50 matchs. Donc peut-être pas complètement champion du monde comme Ogo, mais c'est quand même vraiment pas mal, c'est vraiment pas loin. Et donc c'est encore le Stratego, un nouveau jeu, si tu veux, qui est donc réputé pour être extrêmement difficile à jouer, et qu'une IA a virtuellement réussi à maîtriser, quoi, et surtout à masteriser, quoi. Elle est à un niveau quasi professionnel. Donc en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une grosse part d'incertitude dans Stratego aussi, et ça n'empêche pas la machine de jouer, ça la paralyse pas, tu vois. Et du coup, ça laisse entrevoir des applications dans la vraie vie. C'est quand on conduit ou quand on marche dans la rue, tout n'est pas prévisible. Il y a forcément une incertitude, les informations ne sont pas toutes disponibles, rien n'est absolument sûr. Un comportement imprévisible quand tu roules sur une route, non seulement c'est pas impossible, mais c'est la routine en fait. Il y a toujours des choses qui arrivent, et donc la machine doit savoir gérer ce genre de truc. Donc c'est quand même vraiment important d'avoir ce genre de nouvelles avancées. Tu dis que Stratego est un jeu difficile à jouer. Entendons-nous bien, elle est difficile à interpréter pour des machines. Puisque, sauf erreur, c'est un jeu qui est quand même assez accessible en termes d'âge. Oui, non, c'est difficile pour les machines. Oui. Pour les machines, on est d'accord. Oui. Je voulais me faire préciser ce point-là, effectivement. Parce que là, DeepMind nous a pas juste fait un truc sur Stratego. DeepMind, il était tout feu, tout flamme. Alors, en moins guerrier, DeepMind a aussi donc dévoilé une autre IA qui s'appelle Dramatron. Et Dramatron, en fait, c'est un assistant d'écriture spécialisé dans les scripts de séries, de films, de romans. Donc, il génère des descriptions de personnages, de lieux, des histoires. Et en fait, c'est une IA assistant scénariste. Donc, il y a 15 professionnels qui ont testé l'outil et qui l'ont trouvé pas mal, hein, même s'il est un peu brut de décoffrage, c'est pas mal. Alors, j'ai pas regardé les pièces basées sur les scripts de Dramatron, parce qu'il y en a qui ont été mises en scène pour l'occasion, je l'avoue. De toute façon, pour le moment, Dramatron est pas censé créer un scénario complet. Hein. C'est juste aider des éléments du scénario. Et je sais bien ce qu'on peut se dire. Quel est l'intérêt de regarder un film écrit à 90% par une machine ? C'est vrai que bon, on peut se poser la question. Cela dit, on peut pas dire que 100% des films écrits 100% par des humains valent le coup d'être regardés non plus. C'est pas faux, c'est clair. Bon, donc, relativiser. Et puis bon, imaginez ce qui pourrait se passer si Meta et DeepMind collaboraient, tu vois. Si Cicéron, l'IA stratège, collaborait avec Dramatron, l'IA scénariste, et ben on aurait peut-être une chance de lire la fin du Trône de Fer avant l'apocalypse climatique. Ça serait quand même assez cool. Effectivement. Et bon, donc je finis sur... Alors, je pense que c'est vraiment important en plus de parler de ça, parce que DeepMind a encore c'est encore illustré avec encore une autre IA, encore un autre modèle, qui lui passe carrément des examens de programmation. Je sais pas si tu peux imaginer ça, c'est une IA qui passe... Il fait l'école 42, quoi.
Ben c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme des exercices ou des problèmes de programmation qu'on donnerait à la fac pour des étudiants en programmation. Ben, le but, c'est de créer une IA qui fasse ça, qui soit capable de... Alors, je sais, écrire du code pour les IA, il y a Copilot qui le fait tous les jours dans GitHub. Oui. Il y a même ChatGPT qui fait des macros Excel ou du LaTeX, je sais. Mais les requêtes qu'on fait à Copilot, elles sont plutôt simples. Elles tiennent une ligne et la réponse, souvent, c'est une douzaine de lignes, quoi. L'ambition de DeepMind, c'est vraiment de créer une IA qui composerait des programmes plus complexes, qui pourraient passer des tests comme des étudiants à l'université, voire des concours de programmation. Donc c'est un truc qui s'appelle AlphaCode. Ils aiment bien l'alpha truc chez DeepMind. Bon. Et c'est vraiment très ambitieux. Quand on demande un programme complexe, je sais pas, il faut réfléchir, il faut le tester, le débugger. Bon. Et puis il faut une certaine généralité dans l'approche, parce qu'on peut te demander vraiment de faire n'importe quoi. Donc l'idée de DeepMind, c'est de considérer le problème comme un problème de traduction. Donc en fait, l'idée c'est on rentre une question en entrée et c'est traduit en un programme qui fait ça en sortie. Donc ils ont commencé par créer un moteur de traduction de langage naturel vers code. Et comme d'habitude, comme les autres moteurs de traduction, on part d'une première langue, on convertit ça dans une représentation interne à la machine, et on traduit cette représentation interne dans la deuxième langue. Mm-hmm. Donc ils ont entraîné le truc sur 700 gigaoctets de code GitHub, alors ça fait quand même pas mal de lignes, et en plus ce qui est cool, c'est que dans toutes ces lignes, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent aider à faire des rapprochements. Okay. Après, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout pour faire une IA de concours. Donc ils ont organisé leur propre championnat de code interne pour tester le modèle et le fine-tuner sur les meilleures réponses qu'ils donnent. Et Dieu sait si cette phase-là est nécessaire, puis il y a quand même 99% du code produit qui bug, qui se finit jamais, qui explose la mémoire, qui crache, etc. Donc ensuite, le but, c'était de voir dans la masse de solutions qui restent, lesquelles ont des chances d'être les bonnes. Qui répondent parce que c'est bien beau que ça fonctionne, le programme, mais il faut quand même qu'il fasse ce qu'on demande. Or, il s'avère que finalement, si tu réfléchis bien, les bonnes solutions elles ont toute tendance à se ressembler au moins un peu. Alors que les mauvaises solutions, en général, elles sont très différentes entre elles. C'est-à-dire, si elles font des choses différentes, elles font n'importe quoi, elles font des choses différentes, elles n'ont pas de raison de se ressembler particulièrement. Donc ils ont essayé de former des clusters en se disant que dans ces clusters se trouveraient probablement les bonnes réponses. Et donc, même après toutes ces étapes, la solution n'est valable qu'une fois sur 3. Donc ils trouvent la bonne réponse qu'une fois sur 3. Okay. Cela dit, nous autres, pauvres sacs à viande, on propose pas systématiquement les bonnes solutions non plus. Et donc notre faiblesse, tout simplement, a permis à AlphaCode d'être meilleur que 54% des compétiteurs dans leurs tests. Donc en gros, AlphaCode se place au niveau d'un programmeur débutant qui sait coder depuis moins d'1 an. Donc c'est un gros noob, et c'est probablement le plus inefficace programmeur qu'on ait jamais vu, puisque son entraînement a nécessité 2000 pétaflops de puissance et 16 fois l'énergie consommée par un ménage américain en 1 an. Donc voilà, il peut s'améliorer, c'est vrai. En fait, il s'améliore pour le moment à peu près linéairement avec le temps d'entraînement, et donc aussi avec l'énergie consommée. Donc il peut être un petit peu moins noob, mais il reste super inefficace. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les programmeurs ne sont pas au chômage, en tout cas pas pour demain. Pour l'instant, ça prouve aussi quand même que l'approche par traduction simultanée fonctionne un peu, elle fonctionne pas si mal que ça, ce qui veut dire que cette représentation interne d'AlphaCode, elle a peut-être un intérêt structurel, et peut-être qu'elle dit quelque chose sur la manière de programmer ou sur la structure des programmes. Bon, de manière plus terre à terre, on peut aussi imaginer que ce système devienne utile comme assistant meilleur que Copilot, qu'il soit plus versatile, même s'il est plus limité qu'AlphaCode, il pourrait quand même être meilleur que Copilot, sans pour autant remplacer totalement un humain. Donc voilà, tous les codeurs ne sont pas tous au chômage, en tout cas. Bon, on prend les bonnes nouvelles qu'on nous donne. Je me demande si ça pourrait pas avoir effectivement un effet de bord pas forcément attendu au départ, mais qui serait d'analyser la manière dont fonctionne un certain nombre de codes et d'arriver à peut-être proposer d'autres manières de développer les choses, peut-être d'avoir des visions comme ça un peu globales. Bon, c'est pas gagné vu la qualité du code qui est restitué d'après ce que tu décris, mais bon. Peut-être qu'on aura des effets de bord sympas. Donc du coup, on en arrive à cette évolution autour des batteries, Guillaume. Alors c'est quoi le lien entre nos intelligences artificielles qu'on vient de décrire et les bonnes vieilles batteries ? Oui, alors c'est c'est assez rigolo aussi. Alors parce que pour l'instant, oui, voilà, c'est vrai que tous les programmeurs sont pas au chômage, mais tout va très vite dans le monde des IA. C'est devenu un petit peu un nouveau paradigme de programmation, les intelligences artificielles, et qui est quand même assez différent de l'ancien. Et pourtant, fondamentalement, on utilise toujours exactement les mêmes machines et les mêmes composants pour faire tourner les réseaux de neurones. Alors,
Je sais, il y a les Tensor Core, il y a les Tensor Processing Unit, il y a les NPU de Google. Bah oui. Mais il ne faut pas s'y tromper. Hein. Tous ces composants sont basés sur des transistors qui sont exactement les mêmes que dans des processeurs. Ce sont des processeurs. Ce sont des processeurs standards qui sont fabriqués de manière standard. Un petit peu comme les processeurs des parties graphiques sont là aussi des transistors. Tout à fait. Ce sont les mêmes processeurs, ce sont les mêmes techniques fondamentales. La seule différence, c'est que c'est optimisé pour le travail numérique qui revient souvent en deep learning. Donc en gros, en deep learning, c'est souvent des multiplications de matrices en faible précision, et donc on optimise pour les multiplications de matrices en faible précision, mais en fait c'est tout, il n'y a rien de révolutionnaire. Dans un NPU, rien n'est neural. Les neurones restent virtuels. En quelque sorte, ils sont émulés par les processeurs qui restent des calculateurs digitaux standards. Alors qu'un vrai neurone, en fait, c'est quand même une petite machine analogique, quelque part. Ouais. Donc il y a beaucoup de grands noms qui se sont planchés sur de vrais nouveaux composants, des vrais nouveaux composants qui imitent physiquement un petit peu plus les propriétés de neurones. Donc il y a IBM, il y a Intel, HP, et puis il y a aussi beaucoup d'universitaires qui sont là-dessus. Et le but, ce serait de ne plus émuler les neurones, mais d'en avoir des versions hardware directement. Pour le moment, il y a plein de technologies concurrentes qui sont imparfaites aussi, et c'est un peu comme au bon vieux temps des débuts des ordinateurs. On ne sait pas quelle technologie va gagner, il y a une concurrence entre plein de trucs différents, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, un candidat parmi d'autres que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la RAM électrochimique, qui, alors ça a été pas mal étudié à MIT, donc un transistor, bon, ça peut modéliser un 0 ou un 1, ok. Mais qu'est-ce qui peut modéliser efficacement une valeur continue ? Pourquoi ça ne serait pas la charge d'une batterie ? Tu vois ? On fait circuler des ions d'un côté, d'une espèce de nano-batterie, et on peut mesurer sa charge, et ça donne une valeur. Et la charge peut être vraiment, la mesure peut être super précise, ça peut être fait à l'ion près. Donc c'est une idée qui date de 2015. Depuis, il y a un groupe au MIT qui a montré qu'on pouvait vraiment bouger les ions d'un côté à l'autre de la batterie en quelques nanosecondes. Et ça, nanosecondes, c'est 10 000 fois plus rapide que la vitesse à laquelle les ions bougent, parce qu'il y a vraiment des ions qui bougent aussi dans notre propre synapse. Donc a priori, ça pourrait aller plus vite que des vraies synapses. Pour l'instant, évidemment, ça demande un petit peu trop d'énergie. Pour l'instant, on est encore dans la recherche, donc ça demande un petit peu trop d'énergie. Ça marche très bien, mais on voudrait abaisser le voltage nécessaire pour chaque demande de mouvement, parce que du coup, ça améliorerait beaucoup l'efficacité énergétique du truc, qui n'est pas énorme pour l'instant. Par contre, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que cette mémoire analogique est non volatile. C'est-à-dire que quand la batterie elle est déchargée d'une certaine truc, en fait ça bouge pas beaucoup. Donc finalement, on n'a pas besoin de courant pour retenir les valeurs. C'est quand même cette non volatilité est d'ailleurs assez inattendue. Donc il y a des recherches comme ça qui continuent pour l'EC-RAM, Electrochemical RAM, et alors il y a aussi des progrès sur la taille qui ont été faits, les vitesses de switch, etc. Peut-être que ça sera un jour la clé des IA qui seront peut-être 100 fois plus puissantes demain. Tu vois, je sais pas. Après, il y aura peut-être aussi des RAM résistives. Je sais pas laquelle va gagner, mais à un moment donné, il y a certainement une technologie qui va se dégager et ça va encore tout changer. Ouais, ça passera peut-être par une évolution assez fondamentale de la partie matérielle. Ce sera peut-être dans Tech Café que vous aurez entendu les prémices de ces évolutions-là. Merci Guillaume. On va conclure cette rubrique intelligence artificielle avec plusieurs autres news que tu avais collectées. Ça y est, oui, les IA deviennent mainstream. Donc, je sais pas si tu as vu Lens AI, qui est donc une application de selfie générative. Tu fais un selfie, ça te change un petit peu le visage, ça te la met dans avec divers filtres, divers contextes, etc. Donc, les applications de ce type commencent à pulluler dans les App Store, en fait. Il y en a beaucoup, ouais. Donc, Lens AI, d'ailleurs, a été déjà téléchargé 13 millions de fois, rien qu'en décembre. Hier, aux États-Unis, 8 des 100 applis les plus téléchargés étaient de ce type. Et ça, malgré la controverse, d'ailleurs, qu'il y a autour de Lens AI, qui a une propension un petit peu trop grande à créer des images assez coquines, finalement, surtout pour les filles, évidemment, comme d'habitude. Donc ça, voilà, il y a des problèmes. Enfin bon, pour l'instant, le succès ne se dément pas. Il y a un autre marqueur fort de cette démocratisation, c'est la Deutsche Bank, qui fait un partenariat avec Nvidia pour co-développer des algorithmes d'intelligence artificielle et les déployer dans le business. Et c'est difficile de faire plus conservateur qu'une banque. C'est pas entièrement de leur faute, ça évolue dans un secteur qui est ultra régulé. Il y a chaque truc qui veut changer, qui veut changer un truc, ça doit passer par 200 vérifications, ça doit être conforme à 300 règles, etc. Je m'en plains pas, Mais bon, si la Deutsche Bank collabore avec Nvidia, c'est que ça devient mature quand même, Et du coup, tout l'internet se questionne un petit peu sur le futur, et on voit des sites qui posent des questions qui n'ont pas l'habitude. C'est comment l'IA va-t-elle tuer l'art ? Peuvent-elles écrire de vraie poésie ? C'est des questions de bac de philo, quoi, globalement. Des questions qui sont peut-être un peu prématurées, parce que les IA écrivent pas d'elles-mêmes un poème, et il faut que quelqu'un leur demande quelque chose. Il n'y a aucune IA qui a une intention ou un état émotionnel à traduire. Il faut quelqu'un derrière les outils.
Donc j'aurais pas. Bon, moi, je serais pas vraiment définir l'art de toute façon. Je suis pas franchement le mieux placé pour parler de ça. Mais je trouve ça intéressant que les IA soient un petit peu en train de fait de déplacer la notion d'art de la technicité à l'intentionnalité. Si tout le monde peut créer des belles images en pompant des prompts sur Lexica, et oui, c'est beau, hein, tu feras des jolies images, mais du coup, ça devient de la beauté vide au bout d'un moment. Tu vois, t'as vu 200 portraits de femmes parfaitement éclairées, des femmes parfaites, parfaitement composées. Bon, il y aura peut-être un moment où il faudra aller au-delà de la perfection formelle, tu vois. Stable Diffusion ne crée pas des images tout seul. Hein. Il faut savoir quoi lui demander et comment modifier ce qu'il donne pour avoir les images qui soient à la fois belles et intéressantes. Quand tu regardes sur YouTube des gens travailler sur Invoke AI, par exemple, un nouvel outil pour le truc, ça ressemble de plus en plus à un artiste qui travaille sur son œuvre sur Photoshop, en fait. Hein. Et puis les gens qui ont de l'imagination et qui ont en tête un vrai univers intéressant qu'ils veulent réaliser, c'est peut-être ça des artistes, tu sais. Donc bon. Et évidemment, il reste quand même les inquiétudes qui sont totalement légitimes sur les conséquences sociales et économiques. Hein. Les changements, sur les manières de travailler, l'emploi, les droits d'auteur, tout ça, c'est forcément. Mais bon, c'est une problématique qui est très café philo. Mais bon. On va passer à un sujet qui m'a fait un petit peu rigoler. Peut-être dans la continuité de ce sujet, juste avant de te laisser enchaîner, il y a un très bon papier de Lucie Ronfaux qui a été diffusé sur Numérama, je sais pas si tu l'as vu passer, et qui est issu, je crois, si je dis pas de bêtises, de sa newsletter, pour que les IA cessent de faire disparaître nos doubles mentons, la meilleure et fausse version de nous-mêmes remporte la compétition, et c'est justement autour de cette version un petit peu biaisée et sublimée aussi de l'image qui est restituée par les intelligences artificielles. Je vous rajouterai le lien dans les notes de l'épisode, c'est un petit peu en complément de ce que tu étais en train de dire. Mais je te laisse du coup conclure cette rubrique. Oui, alors c'est un truc que j'ai vu passer qui parle de médiocrité. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise quand on parle de médiocrité. Moi aussi, tiens. Que de beauté, de perfection, de philosophie. Non, mais c'est pas moi ça. Donc, il y a une dizaine d'années, tu sais, quand Google était plus facilement manipulable qu'aujourd'hui, une manière de se faire du pognon, c'est de créer une ferme de contenu. De faible contenu, de qualité vraiment très faible. Qui se souvient pas d'être régulièrement tombé sur des articles super mal écrits, qui parlaient très très longuement pour ne quasiment rien dire et qui étaient surtout saturés de mots-clés, tu sais, gavés de SEO, hein, donc de Search Engine Optimization. Voilà. Bon, sur ces sites qui arrivaient quand même fréquemment en haut des recherches Google, il y avait de la pub, et cette pub, ça rapportait à l'époque assez pour sous-payer des petites mains qui pissaient du texte vide, plus ou moins, en Inde ou ailleurs, et se faire une jolie marge avec. Un revenu passif, hein, le rêve de tout homme. Il faut voir ça à grande échelle. Hein. Chaque page fait quelques cents, mais t'en as des dizaines de milliers. Bon, aujourd'hui, simplement avec un truc comme ChatGPT, tu peux diviser par 10 le nombre d'auteurs, en fait, et largement, tu vois, et multiplier encore ta production. Tu divises tes frais, ce qui fait que même si le revenu par annonce est divisé par 2, 4 ou 8, c'est encore rentable. Mais ChatGPT, le problème, c'est qu'il produit aussi des textes de qualité qui sont assez moyennes au mieux, et surtout, c'est un cas sévère de Dunning-Kruger. Parce qu'il comprend rien, bien entendu, puis c'est un perroquet, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il assène tout ce qu'il dit avec la plus parfaite confiance en lui. Il a l'air de tout savoir, en affirmant régulièrement des trucs complètement faux, complètement débiles. Ça me rappelle certaines personnes que je connais dans la vraie vie, mais je ne les citerai pas. En tout cas, ChatGPT, c'est du DKAAS, c'est du Dunning-Kruger as a Service, quelque part. Et du coup, les prochaines générations de ChatGPT, elles seront entraînées sur le texte d'Internet. Donc au fil des générations, il y a des textes médiocres qui sont produits par un modèle entraîné sur les textes médiocres de la génération précédente. D'où une possible apocalypse informationnelle, je sais pas. Est-ce qu'on est aux portes du stade terminal d'infoxbésité avec les descendants de chatbot GPT? Il y a une autrice de Register qui se pose la question de manière assez légitime finalement. C'est beau, on pourrait aller consulter l'article effectivement qui est dans les notes de l'épisode. Vous avez l'internet que vous méritez, c'est le titre de l'article. Merci Guillaume pour toute cette couverture de l'actualité du monde de l'intelligence artificielle qui est assez éloignée, je trouve, des premières perceptions que j'en avais il y a de ça quelques années de choses un petit peu éthérées, pas très concrètes. Là, on touche à des mises en application tellement concrètes et qui ont des conséquences très fortes, je trouve. C'est la révolution de cette année, je pense. Enfin, technologiquement, c'est vraiment le gros truc de cette année, c'est que les IA sont devenus assez matures pour devenir des outils grand public, quoi. Cet effet mainstream, c'est vraiment le truc de cette année, je pense. Assez mature et assez accessible, effectivement. C'est le truc qui nous aura clairement marqué en 2022. On va du coup enchaîner avec une rubrique jeux vidéo. Alors déjà avec une actualisation autour de cette volonté de la part de Microsoft de racheter Blizzard Activision. La chronique continue, Guillaume, à ce sujet. Les pauvres.
Ouais, Microsoft fait vraiment tout ce qu'il peut pour conclure avec Activision. Il est même allé jusqu'à conclure un accord de 10 ans pour que Call of Duty sorte aussi sur Nintendo. Convaincant. Nintendo. Alors que clairement, à moins d'une mise à jour sérieuse de la console, ils peuvent pas sortir sur la Switch. Hein, les Call of Duty en l'état, en tout cas, il faudra faire des jeux différents. Il n'y a pas un jeu qui est dispo en streaming sur la Switch? Alors, il y a des jeux en streaming sur la Switch. C'est vrai que s'ils pouvaient venir en streaming... Est-ce que ça permet de jouer à Call of Duty? Je suis pas sûr. Alors, pour l'instant, non, je crois pas. Mais ça pourrait être une option. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé au streaming. C'est possible. Oui, effectivement, s'il y a Plague Tale comme ça, par exemple, qui est jouable sur Switch, oui. Okay. Mais bon, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de Call of Duty sur Nintendo, alors je sais pas si ça manque à beaucoup de gens, je sais pas, mais en tous les cas, voilà. De toute façon, c'est mal barré de base, puisque la FTC vient officiellement de lancer une procédure de blocage du rachat. Voilà, ça fait des semaines que ça couvre, ça fait du ping-pong entre Microsoft, Sony, la FTC, tout ça. Microsoft fait ce qu'il peut pour rassurer tout le monde, comme voilà, depuis des semaines et des semaines, mais bon, le fait que Starfield soit exclusif et que selon toute vraisemblance, Elder Scrolls 6 aussi, fait pencher la balance apparemment, puisque la FTC est persuadée que le prochain Elder Scrolls sera exclusif, et voilà, bon. Alors Microsoft n'a rien confirmé, ni infirmé, on ne sait toujours pas. Mais voilà, Microsoft plus Activision, ça semble mal barré. Je suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient du Master Chief dans Overwatch, mais bon. Ils allaient, Microsoft a priori, hein, d'après les dernières infos, ou plutôt rumeurs qui circulent, ils auraient été jusqu'à proposer à Sony un accord de 10 ans pour que Call of Duty soit disponible sur la console PlayStation, mais avec le PlayStation Plus, donc inclus également la mise à disposition via le PlayStation Plus, leur abonnement entre guillemets concurrent du Game Pass. J'en douterais pas trop en fait. Guillaume, c'était les Game Awards, les grands prix qui récompensent les jeux qui sont sortis en 2022. Tu as suivi ça de près, forcément. C'était les Game Awards 2022. Il y a eu beaucoup de bandes annonces, d'annonces, et bien sûr, il y a eu des prix. C'est les Oscars un peu de jeux vidéo, on pourrait dire. Hein. Donc, alors, il y a 31 catégories dans ces Oscars. Je vais pas essayer de les lister, vous inquiétez pas. Ça, c'est juste que le jeu de l'année, c'est Elden Ring. Ce qui n'est pas une énorme surprise, vu la couverture médiatique incroyable sur ce jeu et les retours incroyables sur ce jeu depuis sa sortie de février. Donc ok, il y avait un micro-suspense avec God of War, qui a été lui aussi unanimement plébiscité par le monde entier pour être un jeu presque parfait. Bon, God of War décroche la meilleure narration, la meilleure BO, le meilleur audio, meilleure réalisation. Ah non, la meilleure réalisation, c'est aussi Elden Ring, pardon, d'ailleurs. Et il a aussi la meilleure direction artistique. Mention spéciale pour Stray, donc le jeu français montpelliérain, je crois, qui obtient le prix du meilleur jeu indépendant. Donc vous retrouvez la liste complète tout simplement sur jeuxvideo.com ou n'importe où ailleurs sur internet. Mais il y a eu plein de bandes annonces donc avec des surprises, des pas surprises. Donc il y a eu Death Stranding 2 qui est pas une énorme surprise, même si c'est une très belle bande annonce. Il y a eu le nouveau Star Wars, le Fallen Order aussi, qui est pas non plus une très grosse surprise. Et le DLC d'Horizon et Cyberpunk avec Idris Elba. Diablo 4 qui a une date de sortie, c'était le 6 juin. Enfin, ça va être le 6 juin, comme le débarquement en Normandie. Et puis, il y a eu une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI. Il y a Hades qui revient. Il y a Dead Cell qui revient avec une version Castlevania. Ça, c'est marrant. Officiellement, Castlevania. C'est quand même un crossover vraiment surprenant. Naturel, mais vraiment surprenant. From Software fait un jeu Armored Core, dans Armored Core 6. On a eu une bande-annonce, mais pas d'image, donc je sais pas. Il va y avoir une sorte de Genshin Impact made in Amazon, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est présenté comme un MMO animé, de style animé. Ça s'appellera Blue Protocol, et ça me fait esthétiquement penser un peu à un Xenoblade. Hein. Du coup, je me dis pourquoi pas, ça a pas l'air dégueu. À moins que tu profites plutôt du MMO Dune Awakening. Je l'ai pas vu celui-ci. Mais... il va y avoir un MMO dans l'univers de Dune. Il va y avoir aussi un nouveau jeu de Ken Levine qui s'appelle Judas et qui ressemble à quelque chose de choc. Vraiment, ça ressemble à du Ken Levine à fond, quoi. C'est un FPS avec des pouvoirs dans une ville rétro-futuriste. Bon, voilà, quoi. Dans l'ensemble, il y a eu quand même pas mal d'annonces exclusives PC, Xbox Series X et PlayStation 5. Hein. La cross-gen devient plus rare et finalement il se ferait temps. Voilà. Donc il y a eu pas mal d'annonces assez sympathiques quand même, hein, et de belles bandes annonces. Des trucs qui donnent envie d'avoir une PlayStation 5 et donc de faire un prêt auprès de sa banque. Ouais, les précommandes du PSVR 2 sont a priori disponibles depuis aujourd'hui pour du coup un prix, si on prend le pack avec le jeu de départ, la station de chargement, etc., un prix assez costaud qui dépasse évidemment le prix de la console. C'est assez dingue la période dans laquelle on vit le jeu vidéo. On vit vraiment une belle époque quand on aime le jeu vidéo, hein, Guillaume, parce que il y a quand même une profusion de jeux qui sont magistraux. Il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on peut dire trop, tu vois, trop pour nous qui puissions les absorber, pauvres humains que nous sommes, mais finalement c'est génial d'avoir autant d'offres. Un pauvre humain occupé par ailleurs et qui se donne pas forcément non plus le temps aussi, mais c'est vrai que trop dans le sens où ça déclenche une frustration de pas pouvoir jouer à tout, de pas avoir le temps de jouer à tout, de profiter de tout, quoi. C'est tout.
Je fais juste un clin d'œil pour dire que j'approche de la fin d'Elden Ring de mon côté. Ça aura vraiment rythmé mon année. Oh là là. Je comprends pourquoi il y a autant Tu valides le jeu de l'année. C'est invraisemblable. Jamais, Guillaume, jamais j'aurais cru que j'aimerais ce type de jeu. Je me suis fait un petit peu embarquer par la hype et par plusieurs proches qui m'ont dit test, par la violence que tu as, mais c'est magique. J'en suis à 140 heures de jeu dessus. C'est absolument dingue, c'est extrêmement exigeant, mais c'est un voyage dont on se souvient, je pense, très longtemps après. Franchement, le seul souvenir qui m'est autant marqué en jeu vidéo, c'est Half-Life à l'époque, et ça remonte à très 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 loin. Et j'ai pas fait énormément de jeux vidéo, mais je suis bluffé par le voyage que ça me permet de faire. Et pourtant, sur un scénario où on comprend, mais franchement, je ne comprends rien. C'est absolument imbitable. Ceux qui annoncent qu'il y a une vraie histoire derrière sont soit des êtres à part, ce qui est possible, soit des fiefés menteurs. Dans tous les cas, je ne peux pas dialoguer avec ces gens parce que je ne comprends pas l'histoire. Mais dans le fond, c'est magique. Même, je me rendais compte à quel point j'avais été embarqué par le sujet, Guillaume, parce que ces derniers temps, j'écoute la BO pour m'occuper. Enfin, tu vois, en tâche de fond pour faire des trucs, j'écoute la bande originale du jeu, qui est elle aussi magique. Bref. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode 301 de Tech Café qui nous permet de nous approcher doucement mais sûrement de la fin de l'année, mais certainement pas de la fin du podcast, croyez-nous. C'était un très grand plaisir Guillaume de survoler l'ActuTech en ta compagnie sur la base du conducteur que tu as pu préparer pour nous tous. J'espère que vous avez passé un bon moment en nous écoutant, que les infos vous auront intéressé, vous auront permis d'ouvrir vos chakras sur les différents sujets qu'on a abordés. Tout simplement, voilà, de passer un bon moment. Si jamais c'est le cas, faites-le savoir dans les avis Apple Podcast, Podcast Addict. Je compte sur vous pour nous faire ce petit cadeau de Noël, d'avoir fait pulluler ces magasins de podcasts, d'avis divers et variés, mais toujours source d'enchantement pour Tech Café. Et puis surtout, si jamais vous trouvez que ça le mérite, si jamais vous considérez que le travail qui est fait derrière pour toute la préparation de ces épisodes et la mise à disposition du podcast le mérite, jetez un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour aller envisager de profiter de quelques avantages en échange du soutien inconditionnel que vous ferez pour nous. Merci beaucoup pour votre fidélité et si jamais vous voulez interagir avec nous individuellement, je pense qu'on peut nous retrouver. Je pense là en cette fin d'année qu'on peut nous retrouver. En tout cas toi Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, je vais peut-être essayer d'aller sur Bridge Forum pour arnaquer des escrocs. Ça a l'air assez facile, en fait. Mais c'est peut-être un peu dangereux. C'est dangereux. Vu de l'extérieur, ça paraît simple comme ça, mais peut-être pas si simple que ça. J'aurais cru que tu me dirais qu'on aurait pu te croiser dans le monde d'Elden Ring, peut-être dans Necrolimbe, mais je ne désespère pas de te voir nous dire que tu t'y frotteras. Je suis plus un client pour Blue Protocol. Bon, Guillaume, on en reparlera. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.